Il l'a humilié pendant des années, jusqu'à ce qu'un simple message le fasse s'effondrer. « Adieu, mon amour ». Et le millionnaire a tout perdu. Mais quand il a essayé de revenir en arrière, il était déjà trop tard. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous écouterez de votre vie. Au penthouse de l'un des immeubles les plus imposants de l'avenue Montaigne, Antoine. Dubois ajustait sa cravate de soie italienne devant le miroir, ses yeux marrons, froids comme l'acier qui revêtait ses gratte-ciel, ne laissaient transparaître aucune émotion. L'homme d'affaires de 45 ans était connu sur le marché immobilier de Paris sous le nom de « le calculateur », un surnom qu'il portait avec fierté. Sa fortune, estimée à des centaines de millions, avait été construite avec la même précision mathématique qu'il organisait maintenant son agenda numérique. « Monsieur Antoine, le café est servi », annonça Madame Zélie, la gouvernante, de sa voix douce typique de la campagne bretonne. Dans la salle à manger, Louise Moreau, son épouse depuis 12 ans, était déjà assise. Elle portait un ensemble élégant, les cheveux parfaitement coiffés, les ongles impeccables. Un tableau vivant, immobile, presque décoratif, sur l'énorme table de marbre. Elle ne leva pas les yeux de sa tablette quand Antoine entra dans la pièce. « J'ai une réunion avec des investisseurs arabes aujourd'hui. Ne m'attendez pas pour le dîner, dit-il, avalant son café en 3 gorgées précises. Louise se contenta d'acquiescer. Cette phrase était aussi courante que le lever du soleil. Cela faisait des années qu'ils ne dînaient plus ensemble un jeudi, ou un lundi, ou n'importe quel autre jour de la semaine, pour être honnête avec elle-même. L'exposition au Centre Pompidou a lieu ce soir, commenta-t-elle, sa voix douce presque engloutie par l'acoustique de l'appartement à double hauteur sous plafond. Antoine consulta sa montre. « Quelle exposition ?» demanda-t-il distraitement, déjà debout, ajustant sa veste. « Celle dont je t'ai parlé la semaine dernière. Et le mois précédent. Celle où mon nom figure sur l'invitation. Celle qui marque 10 ans depuis que j'ai abandonné ma carrière pour devenir Madame Dubois. » Son ton n'était pas celui de l'accusation. Il était constatif, comme quelqu'un qui lit la météo. Antoine fronça les sourcils une seconde, consulta son téléphone portable et fit un geste affirmatif. « Je demanderai à Marc de reporter la réunion de 19 heures, dit-il, faisant référence à son assistant personnel, tout en tapant sur son appareil. « Je serai là. » Il sortit sans l'embrasser, sans la regarder dans les yeux, sans lui demander comment elle allait. Le son de l'ascenseur privé descendant était la bande-son qui marquait le début d'une nouvelle journée dans la vie de Louise Moreau-Dubois, l'architecte qui avait un jour promis de révolutionner le skyline de Paris, mais qui était maintenant connue uniquement comme l'épouse de Dubois. Dans son bureau, une pièce qu'Antoine appelait « son petit coin », avec une condescendance mal dissimulée, Louise ouvrit son ancien carnet de croquis. Sur la page marquée d'un ruban rouge, le projet qui n'avait jamais vu le jour, résidence suspendue, un complexe résidentiel durable qui intégrait nature et urbanisme. Le projet qu'elle avait abandonné quand elle avait accepté d'épouser Antoine, fils d'un ami proche de son père. À l'époque, le mariage semblait avoir un sens. L'entreprise de construction Dubois avait besoin de légitimité artistique. La jeune architecte Louise avait besoin de capital pour ses projets ambitieux. L'amour viendrait après, disaient tous, une stratégie d'entreprise avec une possibilité de dividende émotionnel. 12 ans plus tard, la stratégie s'était avérée un échec complet. Louise ferma le carnet et regarda par la fenêtre panoramique. Paris s'étendait à ses pieds, grise, chaotique, vibrante. Quelque part dehors se trouvait la vie qu'elle aurait pu avoir. Quelque part, dans un univers parallèle, existait une Louise qui n'avait pas cédé aux pressions familiales, qui avait suivi son propre chemin. Madame Louise, Régina de la fleuriste, appelée pour confirmer l'arrangement pour le dîner de demain, informa Madame Zélie, interrompant ses pensées. « Dîner » demanda-t-elle confuse. « L'anniversaire de mariage de monsieur et madame. 12 ans, demain. » Louise sentit un goût amer dans la bouche.
12 ans à vivre comme un fantôme dans sa propre maison, 12 ans à être l'épouse trophée, la signature sociale, la présence protocolaire, 12 ans à disparaître lentement. Merci, Zélie. Vous pouvez confirmer. Quand la gouvernante sortit, Louise ouvrit son ordinateur portable et accéda à un email qu'elle avait reçu 3 jours plus tôt. Il venait de son ancienne collègue de faculté, Cécile Leroy, aujourd'hui une architecte renommée avec des projets éparpillés dans le monde entier. Lou, le poste de directrice artistique au bureau de Nice est toujours ouvert. Je sais que tu es à la retraite, mais je sais aussi que cet esprit brillant ne peut pas rester endormi pour toujours. Pensez-y. Bise, Cécile. Ses doigts restèrent suspendus au-dessus du clavier pendant de longues minutes. Répondre à cet email signifiait confronter 12 ans de choix, ou de non-choix, pour être plus précise. Le soir, au centre Pompidou, Louise circulait parmi les invités, sa coupe de champagne intacte à la main. L'exposition Architecture silencieuse rassemblait des œuvres d'architectes qui n'avaient jamais vu le jour, des projets mis de côté pour des raisons politiques, économiques ou personnelles. « C'est dommage que ton nom ne soit pas ici, Lou, » dit une voix familière derrière elle. Cécile, avec ses cheveux crépus volumineux et son sourire lumineux, serra son amie dans ses bras avec une affection sincère. « Tu aurais volé la vedette avec ton projet des résidences suspendues ?» Louise sourit, sentant la première chaleur humaine de la journée. Ce n'était pas destiné à arriver, ceci. N'importe quoi, ça peut encore arriver. Tu n'as que 38 ans, pas 98. Louise rit, mais le rire s'éteignit quand elle vit Antoine entrer dans la salle. Immédiatement, sa posture changea. Elle devint plus droite, plus distante, plus appropriée. Cécile remarqua la transformation. « C'est toujours comme ça, alors ?» demanda-t-elle à voix basse. Louise ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Antoine salua quelques connaissances avec l'efficacité de quelqu'un qui remplit une obligation sociale. Quand il rejoignit enfin son épouse, ce fut avec la même distance polie qu'il maintenait lors de tous les événements. « Impressionnant qu'il puisse appeler ça de l'art », commenta-t-il, regardant d'un œil critique une maquette exposée. « Des bâtiments qui n'ont jamais été construits. Cela ressemble à une célébration de l'échec. » Cécile haussa les sourcils, mais garda son sourire professionnel. « En fait, monsieur Dubois, l'exposition célèbre la persistance de la vision artistique, même face aux empêchements matériels. Il s'agit de la valeur intrinsèque des idées, indépendamment de leur exécution. » Antoine lança un regard condescendant qui disait clairement « Facile à dire quand on n'a pas à financer ses idées. »« Cécile, m'invite pour un projet à Nice, » dit soudainement Louise, se surprenant elle-même. Le silence qui s'ensuivit fut dense comme du béton frais. « Comme c'est charmant, » répondit-il finalement, comme si elle avait mentionné un nouveau passe-temps. « Un passe-temps intéressant pour toi. » C'est à ce moment-là, sous les lumières artificielles du musée, entouré de projets qui n'avaient jamais vu le jour, que quelque chose en Louise se brisa enfin. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la révolte, c'était simplement de la clarté. Elle regarda son mari, elle le regarda vraiment, et vit avec une précision chirurgicale, cet homme ne la verrait jamais. Pour lui, elle était un atout de plus, une propriété bien entretenue, une commodité sociale. Jamais une créatrice, jamais une égale, jamais vraiment humaine dans toute sa complexité. « Ce n'est pas un passe-temps, Antoine, » dit-elle avec un calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. « C'est ma profession, ma vocation, la raison pour laquelle j'ai passé 5 ans à l'université et tant d'autres à étudier. » Il sembla sincèrement confus, comme si elle s'était mise à parler une langue inconnue. « Tu n'as pas besoin de travailler, Louise. J'ai tout arrangé pour que tu aies du confort. » « Et tu penses que c'est de ça qu'il s'agit? D'un besoin financier ?» La question resta suspendue dans l'air tandis qu'un serveur passait, offrant des canapés. Antoine en prit un, mit fin à la conversation d'un geste désinvolte et s'éloigna pour saluer un politicien qui venait d'arriver. Cécile serra la main de son ami. « L'invitation tient toujours, Lou, toujours. »
Cette nuit-là, de retour chez elle dans le silence absolu de la limousine, Louise prit sa décision. Ce ne serait pas une rupture dramatique, ce ne serait pas une scène de roman avec des cris et des accusations. Ce serait silencieux et définitif, comme le mariage lui-même l'avait été. Le lendemain, pendant qu'Antoine participait à une réunion du conseil de son entreprise, Louise passa un appel à Cécile. « Je suis partante, dit-elle simplement. Mais j'ai une condition. »« Laquelle ?» demanda son ami, retenant à peine son excitation. « Avant de commencer au bureau, je veux réaliser un projet personnel, une installation. Je l'appellerai la Maison du Silence. » En raccrochant, Louise sentit pour la première fois en 12 ans qu'elle respirait de l'air pur à nouveau. Dans son atelier, elle ouvrit un nouveau carnet de croquis. Sur la première page, elle écrivit de son écriture élégante « Le silence peut aussi être une issue de secours ». Pendant les 3 semaines suivantes, Louise travailla avec une intensité qu'elle n'avait pas ressentie depuis l'université. Son atelier, auparavant un espace de rêveries et de projets abandonnés, se transforma en un véritable atelier de création. Petites coupures, matériaux divers, outils de précision et de nombreuses feuilles de notes s'étalaient dans l'environnement autrefois immaculé. Madame Zélie, la seule personne qui la connaissait vraiment dans cette maison, observait la transformation avec un mélange d'appréhension et de joie. La gouvernante, qui avait élevé Louise depuis son enfance et l'avait accompagnée après son mariage, percevait que quelque chose de profond était en train de changer. « Madame est différente », commenta-t-elle un après-midi en apportant du thé à Louise. « Vos yeux brillent à nouveau. » Louise sourit sans détourner son attention de la petite structure qu'elle montait avec une précision méticuleuse. « Je me retrouve, Zélie, enfin. » La maquette qui prenait forme dans ses mains était déconcertante. Une maison à 2 étages avec des murs de verre et des miroirs stratégiquement positionnés. De l'extérieur, elle ressemblait à une résidence moderne et élégante. Mais en regardant à l'intérieur, on voyait des pièces vides, inachevées, avec des portes qui ne menaient nulle part et des fenêtres donnant sur des murs. La structure était volontairement déséquilibrée, avec des espaces qui semblaient n'exister que pour amplifier la sensation de vide. Dans l'une des pièces, ce qui aurait été le salon principal, Louise plaça une unique miniature, une minuscule figurine féminine, presque invisible, assise sur une chaise tournée vers une fenêtre sans vue. Dans la chambre principale, il y avait un lit double, mais un seul côté montrait des signes d'utilisation. Pendant qu'elle travaillait, Louise parlait peu avec Antoine, non par colère ou ressentiment, mais parce qu'il n'y avait vraiment rien à dire. Leur monde ne s'était jamais vraiment croisé, même en partageant le même toit pendant si longtemps. Il continuait de partir tôt et de revenir tard, absorbé par ses affaires et complètement étranger à la transformation qui s'opérait chez son épouse. Le vendredi précédant son départ, Louise finalisa la maquette. Avec soin, elle la plaça dans une boîte en acrylique spécialement commandée. Sur le dessus de la boîte, une simple plaque « La Maison du Silence » par Louise Moreau. Elle avait repris son nom de jeune fille pour le projet, un petit acte de réaffirmation. Ce soir-là, elle dîna seule comme d'habitude, puisqu'elle s'assit sur le balcon du penthouse, observant la ville illuminée en contrebas. Paris, avec ses millions d'histoires simultanées, semblait palpiter comme un organisme vivant. Combien d'autres Louise existaient dans ces appartements? Combien d'âmes silencieuses, endormies, attendant le moment de se réveiller? Le lendemain, un samedi, Antoine était étonnamment chez lui, travaillant dans son bureau. C'était le moment que Louise avait choisi, non par confrontation, mais par synchronicité. Elle était prête. Avec l'aide discrète de Madame Zélie, ses valises avaient parfois déjà été envoyées à l'appartement qu'elle avait loué temporairement à Nice. Il ne restait que son sac personnel et la boîte avec la maquette. Louise se dirigea vers le bureau d'Antoine et frappa légèrement à la porte. Il marmonna quelque chose qui ressemblait à une permission d'entrer. « Antoine » l'appela-t-elle doucement. Il leva les yeux de ses documents, l'air légèrement irrité par l'interruption. « Je suis occupé, Louise. Peux-tu attendre le déjeuner ?»« Charme,
Ça ne prendra pas longtemps, répondit-elle. Je voulais juste te montrer quelque chose sur quoi j'ai travaillé. Il soupira, mais fit un geste pour qu'elle continue. Louise posa la boîte en acrylique sur son bureau, écartant dossiers et papiers. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, regardant enfin la maquette. « Un projet personnel. J'ai pensé que tu devrais le voir. » Antoine ajusta ses lunettes et examina la miniature architecturale avec un intérêt professionnel. Après tout, les constructions étaient son affaire, même s'il prêtait rarement attention à leurs aspects artistiques. « Intéressant » commenta-t-il après quelques secondes. « Ça semble inachevé. » « Ce n'est pas inachevé, c'est exactement comme ça doit être. » Il fronça les sourcils, confus. « Mais les espaces intérieurs sont vides, et cette structure ici n'a aucun sens. Il y a un couloir qui ne mène nulle part. » « Exactement, » confirma Louise. « C'est une représentation physique de notre mariage. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds comme du plomb. Antoine leva les yeux de la maquette et, peut-être pour la première fois depuis des années, regarda vraiment Louise. Non pas l'image qu'il avait d'elle, non pas l'idée d'épouse qui habitait son esprit, mais la femme réelle devant lui. « De quoi parles-tu » demanda-t-il, sa voix trahissant une rare insécurité. « C'est la maison du silence, Antoine. Un lieu où l'on habite, mais où l'on ne vit pas, où l'on existe, mais où l'on n'est pas vu, où il y a des murs et des plafonds, mais pas de chaleur, où le silence n'est pas la paix, mais l'absence. » Elle fit une pause, ressentant un calme surréel. Il n'y avait pas de nervosité, pas de rancœur, juste une constatation tranquille d'une vérité connue depuis longtemps. C'est là que j'ai vécu pendant les 12 dernières années. Antoine se cala dans sa chaise, visiblement mal à l'aise. « Tu es mélodramatique, Louise. Je t'ai tout fourni ce que tu pouvais désirer. Cette maison, tes bijoux, tes voyages. » « Des choses, Antoine. Tu m'as donné des choses. Jamais de temps, jamais d'attention, jamais de reconnaissance, jamais de partenariat, jamais d'amour. » Le dernier mot sortit presque comme un murmure. Antoine ouvrit la bouche pour répondre, mais elle leva doucement la main, l'interrompant. « Je ne suis pas ici pour faire des accusations ou pour entendre des justifications. Je suis ici pour dire au revoir. » « Dire au revoir, de quoi parles-tu » ? « Je pars, Antoine. J'ai accepté l'invitation de Cécile. Je vais reprendre ma carrière à Nice. » L'incompréhension sur son visage aurait été comique si elle n'avait pas été si révélatrice. Il ne pouvait vraiment pas concevoir l'idée qu'elle puisse prendre une telle décision. Dans son monde ordonné et contrôlé, Louise était une constante, pas une variable. « C'est absurde, » déclara-t-il, comme s'il opposait son veto à une proposition commerciale. « Tu ne peux pas simplement partir. » « En fait, je peux. Et je pars. À cause d'une crise de la quarantaine, à cause d'une ridicule nostalgie professionnelle. » Louise sourit tristement. « Tu vois, tu ne peux même pas concevoir que j'ai une identité au-delà d'être ta femme, que j'ai des rêves, des aspirations, des talents. » Antoine se leva, commençant à perdre son sang-froid. « Nous avons un contrat, Louise. Nous avons des obligations sociales. Que vont dire mes associés, mes clients ? Y as-tu pensé ? » « Non, Antoine, je n'y ai pas pensé. Pour la première fois en 12 ans, je ne pense qu'à moi-même. Et tu sais ce que je ressens ? Libre. » Elle prit son sac qu'elle avait laissé par terre à côté de la porte. « La maquette est un cadeau. Tu peux la garder ou la jeter. Peut-être qu'un jour, elle t'aidera à comprendre. » Antoine semblait figé, comme s'il ne pouvait pas comprendre qu'il perdait le contrôle de la situation. Quand il réagit, finalement, ce fut avec le seul langage qu'il connaissait. « Si tu sors par cette porte, Louise, tu n'auras plus accès au compte joint, ni à l'appartement de Courchevel, ni au chauffeur, ni aux bijoux qui sont dans le coffre. » Elle rit sincèrement. « Oh, tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas ? Il n'a jamais été question d'argent. Alors de quoi s'agit-il ? Que veux-tu ? » « Je veux respirer, Antoine. Je veux créer. Je veux être vu. Je veux que quelqu'un me demande comment s'est passée ma journée et se soucie vraiment de la réponse. Je veux m'asseoir à une table de dîner et converser, pas seulement occuper un espace. Je veux me regarder dans le miroir et
reconnaître la femme que je vois. En parlant, Louise se dirigea vers la porte. La main sur la poignée, elle se retourna une dernière fois. « Tu as construit des empires, Antoine, mais tu n'as jamais construit un foyer. » Et puis elle sortit, laissant derrière elle son mari muet, la maquette accusatrice, et 12 ans de silence. Dans le hall de l'immeuble, Madame Zélie l'attendait discrètement. Ses yeux brillaient de larmes contenues. « Ma petite » commença-t-elle à dire, mais Louise l'embrassa avant qu'elle ne puisse continuer. « Tu vas me manquer, Zélie, plus que tout dans cette maison. »« Madame fait ce qu'il faut, » affirma la gouvernante, la serrant fort. « Je n'ai jamais vu un mariage aussi froid que celui-ci. » Louise acquiesça, émue. « Promets-moi que tu viendras me voir à Nice. Je t'enverrai le billet quand je serai installé. »« Je te le promets, ma fleur. Maintenant, va, avant qu'il ne descende. » Un taxi l'attendait déjà. En montant dans le véhicule et en donnant l'adresse de l'aéroport d'Orly, Louise sentit un mélange de vertige et d'exultation. C'était comme si elle respirait pour la première fois après avoir failli se noyer. Le chauffeur de taxi, un monsieur aux cheveux gris, l'observa dans le rétroviseur. « Madame va bien ?» demanda-t-il, remarquant peut-être ses yeux humides. « Je vais très bien, » répondit Louise, avec un sourire sincère. « Mieux que je ne l'ai été depuis de nombreuses années. » Tandis que le taxi avançait dans le trafic chaotique de Paris, Louise regarda par la fenêtre les bâtiments qui passaient. L'un d'eux, la grande arche de la Défense, avec sa forme imposante qui défiait la rigidité de la ville, avait toujours été son inspiration. Combien de fois avait-elle rêvé de concevoir quelque chose d'aussi révolutionnaire? Maintenant, enfin, elle en avait l'occasion. Son téléphone portable sonna. C'était Cécile. « Je suis à l'aéroport ?» dit son ami, sans préambule. « Tu l'as vraiment fait ?»« Oui. »« Mon Dieu, Lou, je suis si fier. Comment il a réagi ?»« Comme prévu. Il n'a rien compris. » Il y eut un silence sur la ligne. « Tu vas bien ?» demanda Cécile avec une inquiétude sincère. Louise réfléchit un instant avant de répondre. « Tu sais, quand tu es dans un environnement bruyant, si longtemps que tu t'habitues au bruit, et puis, tout à coup, tout devient silencieux. Et tes oreilles bourdonnent ? Oui, c'est comme ça que je me sens. Comme si j'expérimentais un nouveau type de silence, un silence qui ne fait pas mal. » Le taxi s'engagea sur le périphérique, route vers l'aéroport. Devant, l'horizon de Paris s'étendait, immense et possible. Nice accueillit Louise avec l'étreinte douce de septembre. L'appartement que Cécile lui avait loué se trouvait sur la promenade des Anglais, avec vue sur la mer. Rien d'extravagant comme le penthouse à Paris, mais infiniment plus chaleureux. Les murs blancs, encore vides, semblaient des toiles vierges attendant des histoires. « Je sais que c'est temporaire, » expliqua Cécile en montrant l'appartement, « jusqu'à ce que tu décides si tu restes à Nice ou non. Mais j'ai pensé qu'un endroit avec cette vue pourrait t'inspirer. » Louise se dirigea vers le balcon et inspira profondément. L'odeur de la mer, le bruit des vagues, le ciel intensément bleu, tout semblait plus vivant, plus réel que l'environnement aseptisé dans lequel elle avait vécu la dernière décennie. « C'est parfait, Cécile, » répondit-elle, sentant la brise ébouriffer ses cheveux, un petit plaisir qu'elle avait oublié. Les premiers jours furent une période d'adaptation. Louise dut réapprendre à vivre seule, à prendre des décisions simples sans consulter personne. À quelle heure déjeuner, quoi cuisiner, quand dormir. La liberté était à la fois exaltante et effrayante. Le bureau de Cécile se trouvait dans un hôtel particulier rénové dans le Vieux-Nice, un quartier bohème et artistique au cœur de Nice. Un contraste saisissant avec les environnements corporatifs qu'Antoine fréquentait. Là, architectes, designers et artistes partageaient un espace créatif où les hiérarchies étaient fluides et la collaboration était le maître mot. Le premier jour, Louise arriva timide, se sentant une imposture. Après tout, qu'avait-elle fait ces 12 dernières années à part assister à des événements sociaux et décorer une maison qu'elle n'avait jamais sentie sienne? Cécile la présenta à l'équipe pendant le petit déjeuner communautaire, une tradition de l'entreprise. « Les amis, voici Louise Moreau,
ma collègue de faculté, est l'esprit le plus brillant que j'ai jamais rencontré. Elle sera notre nouvelle directrice artistique pour les projets spéciaux. » Un jeune homme aux dreadlocks et aux lunettes à monture colorée lui sourit. « Vous êtes celle des résidences suspendues ? On y a étudié votre projet à l'université. » Louise faillit s'étouffer avec son café. Son projet étudié ? À l'université ? Comment ça ? Votre travail de fin d'études est devenu une étude de cas à l'université Côte d'Azur, expliqua une architecte plus jeune. La professeure Simone l'utilise toujours comme exemple d'intégration entre nature et urbanité. Cécile sourit, fière de son amie. « Je te l'ai dit, Lou, ton talent n'est jamais passé inaperçu. Il était juste endormi. » Cette reconnaissance professionnelle, si simple et si sincère, toucha Louise plus profondément que n'importe quel bijou coûteux qu'Antoine lui avait jamais donné. Là, elle n'était pas l'épouse de quelqu'un. Elle était une professionnelle respectée pour ses propres mérites. Dans les semaines qui suivirent, Louise s'intégra rapidement à la dynamique du bureau. Son premier projet fut la rénovation d'une ancienne usine dans le vieux port de Nice, la transformant en un espace culturel et gastronomique. Travailler avec les limitations de la structure existante, en respectant son histoire tout en créant quelque chose de nouveau, semblait une métaphore parfaite pour sa propre vie. À Paris, pendant ce temps, Antoine Dubois faisait face à une réalité qu'il n'avait jamais anticipée, la solitude. Non pas la solitude élégante qu'il affichait lors des événements sociaux, où être réservé faisait partie de sa persona, mais la solitude crue d'une maison vide, de repas solitaires, de n'avoir personne à appeler quand quelque chose de significatif, bon ou mauvais, se produisait. Les premiers jours après le départ de Louise, il réagit avec colère. Il fit annuler ses cartes, bloqua son accès au compte joint, donna même des instructions à la sécurité de l'immeuble pour ne pas lui permettre d'entrer sans autorisation préalable. C'était sa façon de reprendre le contrôle, de montrer qu'il détenait encore le pouvoir. Madame Zélie observait tout avec des yeux tristes mais résolus. En plus de 30 ans à travailler pour des familles riches, elle n'avait jamais vu un homme aussi perdu dans son propre pouvoir. « Monsieur veut que je prépare le dîner pour combien de personnes aujourd'hui ?» demanda-t-elle un soir, connaissant parfaitement la réponse. Antoine, distrait par son ordinateur portable, répondit automatiquement « 2, comme toujours ». Il y eut un moment de silence gênant quand il réalisa ce qu'il avait dit. « 1, corrigea-t-il, sans lever les yeux de l'écran. « 1 seule. » Madame Zélie acquiesça et se retira. Dans la cuisine, elle prépara le dîner pour une personne, mais à la place où Louise avait l'habitude de s'asseoir, elle plaça la petite maquette de La Maison du Silence. Quand Antoine entra dans la salle à manger et vit la scène, son visage se durcit. « Enlevez ça », ordonna-t-il sèchement. « Excusez-moi, monsieur », répondit la gouvernante, sans réel regret dans la voix. « J'ai pensé que monsieur voulait la garder près de lui puisque vous ne l'avez pas encore jetée. » En effet, Antoine n'avait pas réussi à se débarrasser de la maquette. Elle restait dans son bureau comme un rappel gênant qu'il ne parvenait pas à expliquer pourquoi il gardait. Tandis que la vie de Louise s'épanouissait à Nice, la vie d'Antoine entrait dans un étrange limbo à Paris. Ses affaires continuaient de prospérer. Il était trop compétent pour permettre aux questions personnelles d'interférer. Mais quelque chose avait changé dans sa dynamique sociale. Les premières questions sur l'absence de Louise furent facilement détournées avec des explications vagues sur un voyage prolongé. Mais à mesure que les semaines devenaient des mois, il devenait de plus en plus difficile de maintenir les apparences. « Antoine, où est votre belle épouse? Ça fait longtemps que nous ne l'avons pas vue. » demanda Clarisse, l'épouse de l'un de ses principaux associés, lors d'un dîner de bienfaisance. « Louise est temporairement à Nice, » répondit-il avec un sourire répété. « Question familiale. » Le mensonge était plus facile que d'admettre la vérité. Son épouse l'avait quitté et il n'avait aucune idée de comment la faire revenir. Ou même s'il le devait. La première fois qu'Antoine vit la maquette de Louise en dehors du contexte de son bureau
fut dans une revue spécialisée en architecture. Il la feuilletait distraitement dans la salle d'attente d'un client quand ses yeux capturèrent l'image familière. Le titre de l'article disait « La maison du silence, l'architecture de l'absence émotionnelle ». Son cœur s'accéléra en lisant l'article qui décrivait l'installation comme une puissante métaphore tridimensionnelle des relations vidées par le manque de communication authentique. La photo montrait Louise à côté de sa création dans une galerie à Nice. Elle souriait, un sourire qu'il n'avait pas vu depuis des années, un vrai sourire. L'article mentionnait également que l'architecte Louise Moreau, après des années d'éloignement de la profession, dirigeait des projets innovants au sein du cabinet Espace Vivant de Cécile Leroy, y compris la revitalisation attendue du vieux port de Nice. Le nom d'Antoine n'était mentionné à aucun moment. C'était comme si ces 12 années de mariage n'avaient jamais existé. Comme si Louise avait simplement mis sa vie en pause et reprenait maintenant là où elle s'était arrêtée. Cette nuit-là, après 3 verres de whisky, il appela son téléphone portable. L'appel tomba sur la messagerie vocale. La voix enregistrée de Louise, formelle et distante, demandait de laisser un message après le signal sonore. Il raccrocha sans rien dire. Que dirait-il après tout? « Tu me manques » Serait-ce vrai? Lui manquait-elle ou seulement le confort d'avoir quelqu'un à ses côtés, remplissant un espace, légitimant son image d'homme réussi dans tous les domaines? Le lendemain matin, au bureau de l'entreprise de construction Dubois, son assistant Marc entra nerveusement dans son bureau. « Monsieur Dubois, le projet du complexe à la Défense, nous avons un problème. » Antoine leva les yeux, irrité par l'interruption. « Quel problème? La commission d'approbation de la mairie exige des modifications concernant l'impact environnemental. Ils disent que notre projet ne respecte pas les nouvelles directives de durabilité. » C'était un projet de 200 millions d'euros, le plus important de l'année pour l'entreprise de construction. Un retard signifierait d'énormes pertes. Combien de temps avons-nous pour nous adapter? 30 jours, monsieur. Antoine passa la main sur son visage, se sentant soudainement épuisé. Son département d'architecture était compétent pour les projets conventionnels, mais la durabilité n'avait jamais été son point fort. Ils avaient besoin de quelqu'un avec une vision innovante, quelqu'un qui comprenait l'intégration avec la nature, quelqu'un comme... La réalisation le frappa comme un coup de poing. « Marc, laissez-moi faire, je vais résoudre ça. » Après le départ de l'assistant, Antoine resta immobile de longues minutes. Puis, lentement, il ouvrit le tiroir où il gardait la maquette de « La maison du silence ». Il la regarda avec de nouveaux yeux. Pour la première fois, il ne vit pas seulement une critique de son mariage. Il vit le talent de Louise, la précision des détails, l'audace du concept, l'exécution impeccable. Comment n'avait-il jamais remarqué auparavant à quel point elle était talentueuse? Peut-être parce qu'il n'avait jamais vraiment regardé. 3 jours plus tard, sans prévenir personne, Antoine monta à bord d'un vol pour Nice. Il n'avait pas de plan défini, juste la certitude qu'il devait voir Louise, pour des raisons qu'il ne comprenait pas encore complètement. En débarquant à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, il sentit la chaleur humide de Nice l'envelopper comme une étreinte non sollicitée. Si différente de la froide praticité de Paris. Cette ville semblait exiger que vous la ressentiez, pas seulement que vous l'habitiez. Par des contacts, il découvrit l'adresse du cabinet où Louise travaillait. Un taxi le déposa à l'entrée de l'hôtel particulier, dans le vieux Nice, avec sa façade colorée et ses plantes pendant des balcons. Dans le petit jardin devant, des tables et des chaises éparpillées sous des manguiers abritaient des jeunes qui conversaient animément, ordinateurs portables ouverts, tasses de café à la main. L'informalité du lieu le déconcerta. Comment quelque chose de sérieux pouvait-il en sortir? Il entra dans l'hôtel particulier, se sentant déplacé dans son costume italien. Une réceptionniste souriante l'accueillit. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ?»« Je cherche Louise Moreau. »« Avez-vous un rendez-vous ?» Il faillit rire. « Un rendez-vous ? Que, avec sa propre femme ?»« Non, mais je suis sûr qu'elle me recevra. Je suis Antoine Dubois. »
La jeune femme eut une expression de reconnaissance. « Ah, vous êtes… » « Son mari », compléta-t-il, avec plus de fermeté qu'il n'en ressentait réellement. « Un instant, s'il vous plaît. » La réceptionniste disparut dans un couloir. Antoine attendit, se sentant étrangement vulnérable. Ce n'était pas son territoire. Ici, ce n'était pas lui qui dictait les règles. Quelques minutes plus tard, ce ne fut pas Louise qui apparut, mais Cécile. Son visage était sérieux, mais poli. « Antoine, quelle surprise !»« Cécile, j'ai besoin de parler à Louise. Elle est en réunion importante en ce moment, sur le projet du port. Je peux attendre. » Cécile étudia son visage un instant, comme si elle évaluait ses intentions. « Écoutez, je vais être direct. Louise va bien. Mieux que jamais, en fait. Que voulez-vous ici ?» La question si directe le prit par surprise. Que voulait-il, après tout? Il n'avait pas formulé de réponse claire, même pour lui-même. « J'ai un projet à Paris. Nous avons besoin de son expertise en durabilité. » Cécile haussa un sourcil clairement sceptique. « Professionnel, c'est tout ?»« Et personnel aussi, » admit-il, baissant sa garde. « J'ai besoin de lui parler, Cécile. » L'architecte soupira, semblant peser les options. « Je vais lui dire que vous êtes là, mais la décision lui appartient. » Cécile partit, laissant Antoine seul avec ses pensées conflictuelles. Les murs de l'hôtel particulier affichaient des photos de projets du cabinet, tous innovants, colorés, pleins de vie. Si différents des constructions froides et efficaces qu'il érigeait à Paris. En attendant, ses yeux capturèrent une image qui le figea. C'était une photographie agrandie de la maquette de Louise, la maison du silence. Mais à côté, il y avait une autre maquette, clairement faite de la même main, intitulée « La maison des retrouvailles ». C'était un projet complètement différent, ouvert, lumineux, intégré à la nature, un projet plein de possibilités, un projet pour l'avenir, pas une autopsie du passé. Avant qu'il ne puisse en absorber complètement la signification, il entendit des pas dans le couloir. Et puis, après presque 3 mois d'absence, Louise était devant lui. Louise semblait différente. Ce n'était pas seulement ses cheveux, plus courts, ou ses vêtements plus colorés, ou même le léger bronzage que la lumière de Nice lui avait conféré. C'était quelque chose de plus profond, de plus essentiel. Ses yeux, auparavant toujours baissés ou détournés, le fixaient maintenant directement. Sa posture n'était plus celle de quelqu'un qui tente d'occuper le moins d'espace possible, mais celle d'une femme qui habite pleinement son corps et sa place dans le monde. « Antoine » dit-elle, son ton ni froid ni chaleureux. « Juste présent. »« Louise » répondit-il, soudainement conscient du temps écoulé depuis qu'il l'avait vraiment regardé dans les yeux. « Tu es différente ?» Un petit sourire courba ses lèvres. « Je suis vivante. » La simplicité de la réponse le désarma. C'était vrai. Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, Louise semblait pleinement vivante, habitant chaque centimètre de son existence. « Pouvons-nous parler en privé ?» demanda-t-il, conscient des regards curieux venant des tables dans le jardin. Louise hésita un instant, puis acquiesça. « Allons au café du coin » suggéra-t-elle. « Je n'ai qu'une demi-heure avant la prochaine réunion. » Le café était petit et confortable, avec des tables en bois rustique et des plantes suspendues sans plafond. Rien à voir avec les restaurants raffinés qu'Antoine fréquentait à Paris. Une jeune serveuse les salua, par leur nom. Louise était déjà une cliente connue, réalisa-t-il. « Le même, Lou ?» demanda la serveuse avec familiarité. « Oui, Danny, merci. »« Et monsieur ?» Antoine commanda un expresso, se sentant étrangement déplacé. C'était le monde de Louise maintenant, un monde où elle avait des routines, des connaissances, des préférences établies, un monde qu'elle avait construit entièrement sans lui. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda Louise après le départ de la serveuse. « Ce n'était pas difficile, » répondit-il. « Tu deviens connu dans le milieu. J'ai vu un article sur la maison du silence. » Elle acquiesça sans surprise. L'installation a eu un retentissement que je n'attendais pas. « C'est percutant, » admit-il. « Je n'ai jamais réalisé que tu te sentais ainsi. » « C'est précisément le but, Antoine. » Un silence inconfortable s'installa entre eux. Pour la première fois de sa vie, Antoine Dubois ne savait pas comment mener une conversation.
Dans les négociations, il avait toujours un objectif clair, une stratégie définie. Mais là, devant cette nouvelle version de Louise, il se sentait perdu. « Pourquoi es-tu venu » demanda-t-elle finalement, quand les cafés furent servis. Il inspira profondément. La vérité, réalisa-t-il, était multiple. « Nous avons un projet important à Paris », commença-t-il par la partie la plus facile. « Un complexe à la Défense. La mairie exige des ajustements environnementaux et durables. J'ai pensé à toi. » Louise haussa les sourcils, clairement surprise. « Tu es venu de Nice à Paris pour m'offrir un travail de consultance ?»« Pas seulement ça, admit-il. Je voulais aussi te voir, savoir comment tu allais. »« Je vais bien, Antoine, très bien, en fait. J'ai remarqué, tu as l'air heureuse. » Le mot sonna étrange dans sa bouche. À quand remontait la dernière fois qu'ils avaient parlé de bonheur ? « Je redécouvre qui je suis, » répondit-elle. « Qui j'ai toujours été, en fait, avant de me perdre. » Le non-dit planait entre eux. Avant de se perdre dans le mariage, dans la vie qu'il avait conçue pour eux, sans jamais la consulter. « J'ai vu l'autre maquette, » dit-il soudainement, « la maison des retrouvailles. » Une ombre de vulnérabilité passa dans ses yeux, la première depuis qu'ils s'étaient rencontrés. « C'est un projet personnel, » répondit-elle vaguement, « encore en développement. »« C'est à propos de nous aussi ?» La question directe les surprit tous les deux. Louise l'étudia longuement avant de répondre. « Je ne sais pas, Antoine, c'est à propos de moi, certainement. De reconstruire quelque chose qui a été endommagé, de créer des espaces où il est possible de respirer et de grandir. » Elle fit une pause, prenant une gorgée de café. « Si cela t'inclut ou non, je suis encore en train de le découvrir. » Son honnêteté était déconcertante et d'une certaine manière libératrice. Il n'y avait pas de jeu, pas de manipulation subtile, pas d'attente voilée, juste la vérité crue d'une femme qui n'avait plus rien à perdre. « Tu me manques, » dit-il soudainement, se surprenant lui-même par l'admission. Louise inclina légèrement la tête, comme si elle évaluait la sincérité de ses mots. « De quoi manques-tu exactement, Antoine ?» La question le prit au dépourvu. C'était une bonne question. De quoi manquait-il réellement ? « De ta présence, » répondit-il, essayant d'organiser des pensées qu'il n'avait jamais vraiment confrontées. « De la maison avec toi dedans, de savoir que tu serais là quand je rentrerai. » Louise sourit, mais c'était un sourire triste. « Tu manques d'une idée, Antoine, d'un concept. Pas de moi en tant que personne. Tu manques de l'épouse, pas de Louise. » Ces mots touchaient à quelque chose de profond en lui. Il y avait là une vérité douloureuse qu'il n'avait jamais envisagée. « Peut-être as-tu raison, » admit-il, la surprenant par sa franchise. « Peut-être que je ne t'ai jamais vraiment connu. »« Ni moi, toi, » répondit-elle doucement. « Nous avons construit une vie basée sur des suppositions et des attentes, jamais sur une connaissance réelle l'un de l'autre. » Antoine sentit une mélancolie étrange l'envahir. Comment était-il possible de partager plus d'intimité dans ce café après des mois de séparation qu'en 12 ans de mariage ? « J'ai vu ta maquette, Louise, » dit-il après un moment. « Je l'ai vraiment vue, et j'ai compris le message. » « Et quel est le message, selon toi ? » « Que j'ai construit des murs au lieu de ponts, que j'ai créé une structure pour te contenir, pas pour t'abriter. » Louise sembla sincèrement surprise par la profondeur de sa compréhension. « Tu l'as vraiment regardée, » commenta-t-elle, presque pour elle-même. « Oui, pour la première fois, je crois que j'ai vraiment regardé. » Le téléphone de Louise vibra sur la table. Elle le consulta rapidement. « Ma réunion, » expliqua-t-elle, se préparant déjà à se lever. « Je dois y aller. » Antoine acquiesça, sentant une urgence inattendue. Il ne voulait pas que ce moment se termine. Il ne voulait pas perdre la connexion que, ironiquement, il n'avait trouvée qu'après leur séparation. « Et le projet ?» demanda-t-il, s'accrochant au prétexte professionnel. « Tu y réfléchirais ?» Louise hésita, en voyant les détails par email. « Je les analyserai. Merci. » Elle laissa quelques billets sous la tasse et se leva. Avant de partir, cependant, elle s'arrêta à côté de lui. « Pourquoi es-tu vraiment venu, Antoine ?» Il leva les yeux,
croisant les siens, ses yeux qui le voyaient maintenant pour de vrai. Parce que j'ai réalisé que j'avais perdu quelque chose de précieux sans jamais en avoir vraiment compris la valeur. Louise acquiesça lentement, comme si la réponse la satisfaisait à un niveau profond. « Envoie les documents du projet, répéta-t-elle, puis ajouta « Et Antoine, la prochaine fois que tu viendras à Nice, essaie de porter des vêtements plus légers. Personne ne fait des affaires en costume ici. » Avec un petit sourire, elle sortit, le laissant seul avec une tasse de café à moitié vide, et des pensées qu'il ne parvenait pas à organiser complètement. Cet après-midi-là, marchant sur la promenade des Anglais, Antoine se sentit étrangement léger, malgré la confusion émotionnelle. Il y avait quelque chose de libérateur à enfin affronter des vérités si longtemps évitées. Son téléphone portable sonna. C'était Marc, son assistant, avec une crise d'entreprise qui semblait soudainement triviale. Pour la première fois de sa vie, Antoine reporta un problème de travail. « Résous ça toi-même, Marc. Je fais confiance à ton jugement. » Raccrochant le téléphone, il enleva ses chaussures et posa le pied sur le sable. À quand remontait la dernière fois qu'il avait fait ça? Qu'il avait senti la texture du sable entre ses doigts, l'odeur de la mer, la chaleur du soleil directement sur sa peau? À quand remontait la dernière fois qu'il avait expérimenté le monde au lieu de simplement le gérer? À l'hôtel plus tard, il ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger un email à Louise avec les détails du projet de la Défense. Mais en écrivant, il réalisa qu'il mettait beaucoup plus dans le texte que de simples spécifications techniques. Il révélait des pensées, posait de vraies questions, partageait des doutes sincères sur la direction que le projet et sa vie devraient prendre. C'était l'email le plus honnête qu'il ait jamais écrit. Avant d'envoyer, il attacha quelque chose qu'il avait apporté de Paris. Des photos de la maquette « La Maison du Silence » sous différents angles, prises par lui-même. Avec une image qu'il avait faite la semaine précédente, sa tentative amateur de créer une réponse à l'œuvre de Louise. C'était clairement le travail d'un non-artiste maladroit et techniquement imparfait, mais il y avait de la sincérité dans l'effort. Il l'avait intitulé « La Maison du Regret ». À Nice, Louise retourna au bureau après sa rencontre avec Antoine, se sentant étrangement ébranlée. Elle ne s'attendait pas à le voir si humain, si vulnérable. L'Antoine qu'elle avait connu pendant 12 ans n'aurait jamais admis ne rien comprendre, encore moins ses propres sentiments. « Et alors ?» demanda Cécile, quand elle la rencontra dans le couloir. « Étrange, » répondit-elle honnêtement. « Comme parler à quelqu'un que tu connais intimement et en même temps que tu ne connais pas du tout. Il veut que tu reviennes? Il ne sait pas ce qu'il veut, et ça, en soi, est déjà une évolution. » Le soir, dans son appartement sur la promenade des Anglais, Louise ouvrit l'email d'Antoine. Elle s'attendait à y trouver le ton formel, technique et distant, habituel qu'il utilisait dans les communications professionnelles. Au lieu de cela, elle tomba sur un texte étonnamment personnel, rempli de réflexions et de questions qu'il n'aurait jamais verbalisées en personne. Quand elle arriva aux photos jointes, surtout à sa tentative de créer sa propre maquette, Louise sentit des larmes inattendues monter à ses yeux. C'était un geste si inhabituel pour lui, si dépourvu de la perfection qu'il exigeait toujours de tout ce qui l'entourait. Il y avait quelque chose de touchant dans l'imperfection délibérée de cet acte. Elle passa la nuit à analyser les documents du projet de la Défense. C'était en effet un défi intéressant. Le genre de projet qu'elle avait toujours rêvé de faire, grand, percutant, avec le potentiel de transformer positivement le paysage urbain. Le genre de projet qui aurait pu être le sien si elle n'avait pas abdiqué de sa carrière pour le mariage. Le lendemain matin, après une nuit pratiquement sans sommeil, Louise prit sa décision. Elle appela Cécile avant même le petit déjeuner. « Cécile, il faut que je te parle de quelque chose d'important. »« Le projet de Paris ?» devina son ami. « Oui, je crois que je vais accepter. »« Aipon. » Il y eut un bref silence sur la ligne. « Tu es sûr ? Tu n'as pas besoin de faire ça, Lou. Tu n'as pas besoin de retourner à cette vie. »« Je ne retourne pas à l'ancienne vie, » expliqua Louise, se sentant étrangement sûre de sa décision. «
Je crée quelque chose de nouveau, à mes conditions cette fois. » Après avoir raccroché, Louise se dirigea vers le balcon et observa la mer. Nice avait été son refuge, son espace de renaissance. Mais il était peut-être temps d'affronter Paris à nouveau, non pas comme l'épouse d'Antoine Dubois, mais comme Louise Moreau, architecte, comme la professionnelle et la femme qu'elle aurait toujours dû être. Elle s'assit pour répondre à l'email d'Antoine. Sa réponse fut aussi honnête que la sienne. « J'accepte le projet, mais sous condition. Je travaillerai en tant que consultante externe, pas en tant que votre épouse. Nous avons besoin de limites claires. » « Et Antoine ? » ?»« Votre maquette. » Il ne s'agit pas de regret, il s'agit de reconnaissance. La première étape de toute reconstruction est de reconnaître ce qui a été détruit. La seconde est d'imaginer ce qui pourrait exister à la place. 3 jours plus tard, par un matin ensoleillé d'octobre, Louise débarqua à nouveau à Paris. La ville semblait à la fois familière et étrange, comme un rêve récurrent dont les détails avaient été subtilement modifiés. Un chauffeur l'attendait à l'aéroport, mais ce n'était pas le même qui travaillait pour Antoine. Sur la carte qu'il tenait, on lisait « Louise Moreau, consultante en durabilité, projet La Défense ». Son nom, son identité professionnelle. Un petit détail qui signifiait tout. La voiture la conduisit non pas à l'ancien penthouse où elle avait vécu, mais à un hôtel-boutique dans le Marais. Dans sa chambre, un bouquet de fleurs l'attendait, avec une carte écrite à la main. « Bienvenue de retour dans la ville, qui a plus que jamais besoin de votre vision. La réunion est fixée à demain, 9 heures, sans pression, sans attente, juste des possibilités. » Ah, Louise sourit à elle-même. Possibilités ? C'était un mot qu'elle n'associait pas à Antoine, toujours si définitif dans ses certitudes. Peut-être y avait-il, après tout, de la place pour des surprises dans cette histoire ? Elle posa la carte sur la table et ouvrit son dossier de travail. Elle avait beaucoup à préparer pour le lendemain, le jour où Louise Moreau présenterait enfin son projet Résidence suspendue au monde. La salle de réunion de l'entreprise de construction du bois n'avait jamais été témoin d'une présentation comme celle-ci. Louise Moreau, dans un blazer blanc sur un pantalon et un chemisier noir, manipulait le projecteur avec l'assurance de celle qui maîtrise non seulement l'espace physique, mais aussi sa propre narration. Les cadres, principalement des hommes en costume sombre, observaient avec un intérêt croissant, tandis qu'elle déroulait sa vision pour le projet de la Défense. Ce n'était pas seulement une adaptation du projet original pour répondre aux exigences environnementales de la mairie. C'était une réimagination complète du concept, transformant ce qui aurait été un autre gratte-ciel corporatif en un complexe vivant, intégré à la ville et à l'environnement. Les résidences suspendues ne sont pas seulement un bâtiment vert, expliquait Louise, montrant les diapositives avec d'impressionnantes rendus 3D. C'est un écosystème urbain où les personnes, la nature et la technologie coexistent en harmonie. Chaque étage contient des jardins suspendus qui fonctionnent comme des poumons verts et des zones communautaires. Le système de récupération des eaux de pluie n'est pas seulement durable, mais visible comme élément architectural, transformant la nécessité en beauté. Antoine, assis en bout de table en tant que président de l'entreprise de construction, gardait une expression neutre et professionnelle. Mais ses yeux révélaient quelque chose de plus, une admiration sincère. Non seulement pour le projet qui était indéniablement brillant, mais pour la femme qui le présentait. Une femme que, réalisa-t-il avec une clarté douloureuse, il n'avait jamais vraiment connue pendant les années où ils avaient partagé une maison. Les coûts initiaux seront supérieurs de 12% au projet original, continua Louise, abordant pragmatiquement l'aspect qu'elle savait être crucial pour cette salle d'hommes d'affaires. Mais le retour en économie d'énergie, en valorisation immobilière et en avantages fiscaux compensera cet investissement en environ 7 ans, sans parler de la valeur intangible de la marque associée à un projet véritablement innovant et responsable. Quand elle termina la présentation, il y eut un moment de silence, non pas le silence gêné d'une idée rejetée, mais le silence respectueux
qui précède la reconnaissance de l'excellence. « Des questions » invita Louise, sereine. L'un des directeurs leva la main. « Monsieur, Madame, Dubois, commença-t-il, hésitant sur la manière de se référer à elle, ce projet est trop ambitieux. Le trouvez-vous réellement viable sur le marché actuel ?»« Monsieur André, c'est Louise Moreau, » corrigea-t-elle avec fermeté, mais sans hostilité. « Et oui, non seulement je crois en sa viabilité, mais je suis certaine que c'est la seule voie véritablement durable, financièrement et environnementalement, pour des projets de cette envergure. » Un autre directeur intervint. « Mais le marché immobilier de Paris est conservateur. Les gens paieraient-ils vraiment plus cher pour un appartement avec des arbres ?» Louise sourit, anticipant la question. « Le marché est en train de changer, messieurs. La nouvelle génération ne veut pas seulement des mètres carrés. Elle veut de la qualité de vie, de la connexion, du sens. Les résidences suspendues offrent cela, et la rareté des projets véritablement innovants ne fait qu'augmenter leur valeur. » Les questions techniques continuèrent pendant encore 30 minutes, chacune répondue par Louise avec connaissance, assurance et, si nécessaire, des données concrètes. Il n'y avait rien d'amateur ou de passe-temps dans sa performance. Elle était incontestablement l'experte la plus qualifiée dans cette salle. Finalement, Antoine prit la parole. « Je crois que nous sommes tous d'accord que la proposition de l'architecte Moreau ne résout pas seulement notre problème avec la mairie, mais élève significativement le niveau du projet. Je suggère que nous approuvions le concept et passions à la phase de détails techniques. » Il y eut des hochements de tête autour de la table. La réunion fut levée et les cadres commencèrent à se disperser, beaucoup s'arrêtant pour saluer Louise personnellement. Quand ils furent enfin seuls dans la pièce, Antoine s'approcha d'elle, gardant une distance respectueuse. « Impressionnant », dit-il simplement. « Merci. » Pas seulement le projet. Toi, ta présence, ta confiance, c'est comme si je rencontrais une nouvelle personne. Louise sourit, rangeant ses notes dans son dossier. Ce n'est pas une nouvelle personne, Antoine. C'est qui j'ai toujours été. Tu n'as juste jamais eu l'occasion de la connaître. Ou je n'ai jamais créé cette opportunité, corrigea-t-il, avec une honnêteté qui sonnait encore étrange venant de lui. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous travaillerons ensemble sur le projet, professionnellement. Et après, Louise ferma son dossier et le regarda directement. Je ne sais pas, Antoine. Je ne planifie pas l'après. Je vis le présent, quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Il acquiesça, acceptant l'indéfinition d'une manière que l'ancien Antoine Dubois n'aurait jamais acceptée. « Tu retourneras à Nice après ce projet ? » ?»« Probablement. Ma vie est là-bas maintenant. Mais cela ne signifie pas que je ne peux pas avoir de projet ici aussi. » Un silence confortable s'installa entre eux. Le premier, depuis tant d'années. Ce n'était pas le silence tendu et distant qui avait caractérisé leur mariage, mais un silence plein de possibilités non verbalisées. « Dîner ce soir ?» suggéra-t-il finalement, pour discuter des prochaines étapes du projet. Louise réfléchit un instant. « À une condition. » « Laquelle ? » « Pas au 5, ni à l'Arpège, ni dans aucun de ces restaurants chics et impersonnels que tu fréquentes. Allons dans un endroit où nous pourrons vraiment converser. » Il sourit, un sourire sincère qu'il affichait rarement. « Tu choisis ? » « Je connais un endroit dans le quartier de Belleville, table partagée, nourriture simple, sans chichi et sans cravate. » « Sans cravate ?» Il feignit l'horreur, mais ses yeux souriaient. « Ah, tu en demandes beaucoup. » Ce soir-là, dans une cantine italienne, bruyante et chaleureuse du quartier traditionnel de Belleville, Antoine Dubois apparut sans cravate, portant une chemise bleue claire avec les 2 premiers boutons ouverts. Ses cheveux, normalement impeccablement coiffés, étaient légèrement ébouriffés par la brise nocturne. Louise l'attendait déjà, à une simple table en bois, avec une bouteille de vin rouge déjà ouverte. Elle portait un jean et un chemisier ample, décontracté, un look qu'elle n'aurait jamais adopté du temps de Madame Dubois. « Tu es venue, commenta-t-elle, sincèrement surprise de le voir dans un environnement si différent de son habitude. »« J'ai dit que je viendrais, répondit-il en s'asseyant. « Cet endroit est intéressant.
C'est authentique. La famille qui le gère en est à la 3e génération. La sauce des spaghettis à la bolognaise est faite avec la même recette depuis 70 ans. Antoine regarda autour de lui, s'imprégnant de l'ambiance. Les tables proches les unes des autres, le volume élevé des conversations, les photos de famille au mur, l'odeur riche d'ail et de tomates dans l'air. « Camps, je n'ai jamais été dans un endroit comme ça, admit-il. « Je sais, répondit Louise. Tu as toujours préféré les restaurants où le silence était plus important que le goût. » C'était une observation, pas une accusation, mais elle portait le poids d'années de dîners formels et impersonnels. Ils commandèrent la spécialité de la maison et petit à petit, la conversation dériva du projet vers des sujets plus personnels. Non pas de manière directe ou conflictuelle, mais à travers de petites histoires et observations qui révélaient plus sur qui ils étaient réellement que toutes les conversations qu'ils avaient eues pendant leur mariage. Louise raconta son enfance en Provence, fille d'un professeur de littérature et d'une céramiste, et comment elle était tombée amoureuse de l'architecture en visitant la cité radieuse de Le Corbusier à Marseille à l'âge de 12 ans. Antoine parla de la pression d'être le seul héritier de l'empire immobilier de son père et comment ses véritables intérêts, la musique et la photographie, avaient été réduits au silence avant même qu'il ne puisse les explorer. « Je n'ai jamais su ça, » commenta Louise, sincèrement surprise, « que tu aimais la musique. »« Je joue de la guitare, ou je jouais à l'adolescence, » admit-il, semblant presque honteux. Mon père considérait cela comme un passe-temps indigne pour quelqu'un destiné à diriger une entreprise de construction. « Alors tu as abandonné. » « Tout comme tu as abandonné l'architecture quand nous nous sommes mariés, » observa-t-il, la compréhension naissant dans son regard. « Je crois que nous sommes plus semblables que nous l'imaginions. » Le dîner s'étendit sur des heures, le vin coulant avec les mots si longtemps tus. Quand ils sortirent enfin, la nuit parisienne les enveloppa de son énergie chaotique et vibrante. « Je peux te raccompagner à l'hôtel, » proposa Antoine. « Je préfère marcher un peu, » répondit Louise. « La nuit est agréable. » Il hésita un instant seulement. « Je peux t'accompagner » Elle sourit et acquiesça. Côte à côte, mais sans se toucher, ils marchèrent dans les rues de Belleville, puis sur l'avenue Montaigne, conversant comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant, sur l'architecture, sur la ville, sur leurs espoirs et leurs peurs. Dans les mois qui suivirent, le projet des résidences suspendues avança rapidement, devenant non seulement l'entreprise phare de l'entreprise de Totta, Construction du bois, mais un modèle d'architecture durable pour toute la France. Louise partageait son temps entre Nice et Paris, conservant son appartement sur la promenade des Anglais et son poste au bureau de Cécile, mais de plus en plus impliquée dans le projet qui redéfinissait le skyline parisien. Sa relation avec Antoine évolua vers quelque chose qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. Un partenariat authentique, basé sur le respect mutuel et une admiration réelle. Il n'y avait pas de pression pour définir ce qu'ils étaient ou où ils allaient. Juste un engagement silencieux à être présent, à écouter, à vraiment se voir l'un l'autre. Un dimanche après-midi, près d'1 an après le départ de Louise du penthouse de l'avenue Montaigne, Antoine l'invita à visiter un terrain dans la forêt de Fontainebleau. « C'est un projet personnel, » expliqua-t-il, alors qu'il conduisait sa propre voiture, chose qu'il faisait rarement du temps de leur mariage. « Je voulais ton avis professionnel. » Le terrain était luxuriant, une clairière naturelle, entourée de forêts, avec une vue panoramique sur Paris au loin. Un ruisseau traversait la propriété et le son de l'eau se mêlait au chant des oiseaux. « C'est magnifique. »« Oh » commenta Louise, sincèrement impressionnée. « Que comptes-tu construire ici ?»« Je ne sais pas encore, » répondit Antoine, observant l'horizon. « Peut-être rien, peut-être juste le préserver. » Elle le regarda avec surprise. L'ancien Antoine n'aurait vu cet espace que comme des mètres carrés à exploiter commercialement. « Peut-être un refuge, » continua-t-il pensif, un endroit pour se reconnecter, pour se souvenir de ce qui est important. « Un projet très différent de tes habitudes, » observa Louise.
J'apprends à valoriser l'espace non seulement pour ce que je peux y construire, mais pour ce qu'il est déjà, dit-il, avec un regard significatif vers elle. Certaines choses sont parfaites simplement parce qu'elles existent. Ils marchèrent sur la propriété, discutant des possibilités, non pas comme architecte et client, ni comme ex-mari et ex-femme, mais comme deux personnes qui commençaient enfin à se connaître véritablement. Quand ils s'assirent au bord du ruisseau, Antoine sortit quelque chose de sa poche. Un petit carnet de croquis, très similaire à ceux que Louise utilisait. « J'ai recommencé à dessiner », commenta-t-il, l'ouvrant timidement. Rien de professionnel, bien sûr, juste des idées. Les dessins étaient étonnamment sensibles, études de lumière et d'ombre, détails architecturaux, paysages. Le trait était hésitant, mais il y avait une âme dans les images. « C'est joli, dit Louise, sincèrement touchée par la vulnérabilité de ce geste. Tu as un talent naturel pour la composition. J'ai un bon professeur, répondit-il avec un sourire timide. J'ai appris en t'observant travailler sur le projet. Sur la dernière page du carnet, il y avait un croquis différent, une maison simple intégrée à la nature avec de grandes fenêtres et des espaces ouverts. En dessous, un titre écrit à la main, « La maison des nouveaux départs ». Louise regarda Antoine, une question non formulée dans ses yeux. « C'est juste une idée », expliqua-t-il, soudainement vulnérable. « Pas une proposition, pas une pression, juste une possibilité. » Elle toucha le dessin du bout des doigts, sentant la texture du papier, la pression du crayon, l'intention derrière chaque ligne. « Les nouveaux départs sont difficiles, » dit-elle finalement. « Ils exigent plus que de bonnes intentions, ils exigent un changement réel, cohérent. »« Je sais, » répondit-il, son regard direct et honnête. « Et je sais aussi que certaines choses, une fois brisées, ne redeviennent jamais comme avant. » « Non, elles ne redeviennent pas, acquiesça Louise. Mais peut-être n'ont-elles pas besoin de redevenir, peut-être peuvent-elles se transformer en quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. » Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons orangés et dorés. En contrebas, les lumières de Paris commençaient à scintiller, comme des étoiles terrestres. « Cet endroit serait parfait pour un observatoire, » commenta Louise, professionnellement. Une structure transparente qui s'intégrerait au paysage, au lieu de le dominer. Antoine sourit, reconnaissant qu'elle acceptait, à sa manière, la possibilité. Non pas une réponse définitive, mais une porte entr'ouverte. « Tu le concevrais » demanda-t-il, sans pression dans la voix. « Peut-être, » répondit-elle, avec un petit sourire, « si le client est prêt à vraiment écouter mes idées cette fois. »« Il l'est, » assura Antoine. Il a appris à la dure que certaines voix ne doivent pas seulement être entendues, mais valorisées. Ils restèrent assis là jusqu'à ce que le soleil disparaisse complètement, parlant d'architecture, de vie, de l'avenir, non pas comme une certitude, mais comme un projet en développement constant, plein de possibilités. Quand le ciel était déjà parsemé d'étoiles, Louise sortit un petit objet de son sac, une miniature de La Maison des Retrouvailles, sa deuxième maquette. Elle était différente de la première, non plus vide et fragmentée, mais ouverte et accueillante, avec des espaces de fluidité et de connexion. « Je t'ai apporté ça, » dit-elle, lui tendant la pièce, « pour te rappeler que tout projet commence par une vision, mais ne se réalise qu'avec un travail constant et minutieux. » Antoine tint la maquette avec révérence, comprenant sa signification symbolique. « C'est magnifique, » dit-il simplement. « Ce n'est pas terminé, » expliqua Louise. « Il y a encore des détails à définir, des espaces à remplir. »« Travail en cours » suggéra-t-il. « Comme tout ce qui en vaut la peine. » Cette nuit-là, quand Antoine déposa Louise à son hôtel, il n'y eut pas de grandes promesses, ni de serments éternels. Juste un doux baiser, le premier, depuis de nombreuses années, qui portait une véritable signification. « À demain, » dit-elle en lui disant au revoir. « Nous avons une réunion avec les ingénieurs à 9 heures. »« Je serai là, » répondit-il, sans cravate. Elle rit, et le son, si rare pendant les années de mariage, était comme de la musique.
En regardant la voiture s'éloigner, Louise n'était pas sûre de ce que l'avenir leur réservait. Elle savait seulement que, pour la première fois, il ne s'agissait pas d'un scénario prédéfini par des conventions sociales ou des attentes extérieures. C'était une histoire qu'ils écrivaient tous les deux ensemble, page par page, avec la liberté de créer quelque chose qui leur était vraiment propre. Dans son appartement d'hôtel, Antoine posa la maquette de La Maison des Retrouvailles sur la table et ouvrit son carnet de dessin. Il commença à esquisser non pas un bâtiment ou une structure, mais un espace pour deux personnes qui, après si longtemps, apprenaient enfin à habiter le même monde sans perdre leurs individualités. Il appela le dessin « foyer », simplement. Parce que, après tout, un foyer n'est pas fait de murs et de plafonds, mais de regards qui voient vraiment, de voix qui écoutent véritablement, et de cœurs qui choisissent, jour après jour, de construire ensemble quelque chose de significatif. Chers auditeurs, nous espérons que le voyage de Louise et Antoine a touché vos cœurs. Cette histoire nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour reconstruire, pour voir et être vu véritablement. Si vous vous êtes identifié à ce récit de redécouverte et de seconde chance, nous avons une playlist spéciale avec des histoires tout aussi émouvantes. Retrouvez-la en cliquant sur le lien à votre gauche. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo afin que nous puissions continuer à vous apporter des histoires qui explorent les complexités des relations humaines. Qu'avez-vous pensé de l'issue? Y a-t-il de la place pour un nouveau départ entre Louise et Antoine? Dites-le nous dans les commentaires, nous reviendrons demain avec une autre histoire pour réchauffer votre cœur.